Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je vous recommande l'épisode avec Mathieu Torder qui a traversé l'Antarctique à seulement 27 ans. D'autre part, si vous ne le savez pas, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables. Et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés. Sachez que l'un des meilleurs moyens de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, allez mettre une note sur Apple Podcast ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des sportifs connus à venir témoigner. Si vous écoutez plutôt sur Spotify, vous pouvez très facilement le partager en story sur Instagram, taguez-moi et je vous repartagerai. J'en profite donc pour vous rappeler le nom du compte Instagram, c'est extraterrien.podcast. Suivez-le et vous y retrouverez les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire vos retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant Extraterrien Newsletter. C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. Eh ben, j'ai appuyé sur play, donc on est en train d'enregistrer. Salut Alan, comment vas-tu ? Eh ben, ça va plutôt bien et toi? Eh ben, franchement, ouais, j'ai la banane aujourd'hui. Écoute, j'ai enregistré avec plusieurs skippers et à chaque fois, c'est des épisodes qui m'ont marqué, tu vois, dans desquels je me suis vraiment senti grandi de ces petites heures de conversation. Tu vois, ça a été Clarisse Kremer, Thomas Coville, Yves Leblévec, Aurélien Ducrot aussi, et à chaque fois, c'est des moments fantastiques. Donc ce matin, j'avais vraiment la banane, tu vois, en sachant que j'allais pouvoir échanger avec toi, et notamment parce que t'as vraiment un parcours que j'ai lu et qui m'a donné beaucoup d'étoiles un peu dans les yeux et de frissons un peu dans le ventre. Donc franchement, je suis trop content d'être là. Merci infiniment d'avoir répondu présent. Merci beaucoup à Aurélia d'avoir pu organiser tout ça. Donc voilà. Moi, je suis j'ai une forme d'enfer, tu vois. Ah, ça va être une bonne journée du coup. C'est bon ça. Ouais, exactement. Mais souvent les invités sous-estiment un peu la force que ça me donne moi de ressortir, tu vois, d'une conversation comme ça. Bon, je sais pas encore ce qu'on va se dire, ça va être la surprise. J'ai un peu préparé bien évidemment, mais après je sais que je dévore la vie à pleines dents, donc c'est cool. C'est très 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 cool. Et je te le disais un petit peu en préparation pour lancer les interviews, j'aime bien commencer par l'enfance. Et il y a une question qui est traditionnelle, qui est de savoir un peu sur tes premiers souvenirs de sport. Alors ça peut être des premiers souvenirs de voile, ça peut être des premiers souvenirs d'autres sports. J'ai cru comprendre que tu avais été mis très 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 jeune sur un bateau par ton papa. Quel est toi ton premier souvenir de voile? Alors moi, mon premier souvenir de voile, bon, j'ai eu la chance de grandir sur un bateau, donc forcément c'était un peu naturel d'être bercé dans ce milieu. Mais moi, Ouais. mon premier souvenir de voile, c'était lors de l'America's Cup où Alinghi ramène la coupe en fait en Europe. J'étais un Ouais. minot, je devais avoir 8 ou 9 ans. Et c'était un souvenir assez incroyable parce que pour moi, le sport, c'était quand on est gamin, on a ces belles images en tête, mais avec du recul, on se rend compte que c'était plus que des images, c'était faire vivre un pays en fait pendant une certaine durée. Et Ouais. l'America's Cup, c'est quand même la compétition la plus ancienne, hein, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable. Et que la Suisse aille chercher cette victoire, un pays qui n'a pas de mer, hein, qui n'a comme terrain de jeu un lac, d'aller chercher cette victoire-là à l'époque, c'était un peu comme comme Rasta Rocket, quoi. Je veux dire, c'était impossible. Et on l'a fait. Et c'était pour moi ça restera mon premier souvenir et un des plus beaux souvenirs de sport que j'ai vécu jusqu'à là.
Ouais, je me rends pas compte l'engouement qu'il y avait pu avoir en Suisse à ce moment-là. C'était, je sais pas, c'était comme le football ou comme d'autres sports ou comme le ski, je sais pas, comme le sport national. C'est vrai qu'en France aussi, c'est assez suivi, tu vois. Alors bon, l'équipe de France n'a pas eu la chance de ramener la cup depuis un petit moment. D'ailleurs, faudrait que je regarde s'ils l'ont déjà gagné, mais je crois pas. Ouais, Je crois pas, touche les non. noms de la tête. Ça, c'est non. Mais ouais, non, je me rends pas compte de l'engouement du coup que ça peut avoir, tu vois, à ce moment-là. Tu t'en souviens, il y a des images un peu qui t'ont marqué de liesse, des gens ou en famille. Comment tu l'as vécu? Alors moi à ce moment-là j'étais dans les Antilles, j'étais en Martinique exactement pendant cette première victoire et clairement bon j'ai pas vu en Suisse comment ça se passait à ce moment-là précisément mais un peu après et en fait Alinghi a fait vivre la Suisse pendant des années et des années quoi, c'est-à-dire que tout Ouais, le monde chez soi avait une casquette, un t-shirt ou un sac marqué Alinghi, a suivi cette aventure de l'America's Cup. Ça a été ça a été le Graal sportif pendant des années chez nous, quoi. ouais, C'était, on a ramené la Coupe de l'America en Suisse, quoi. Et le bateau avait été exposé au bord du lac. Il y avait eu une remise, pas des prix, mais on va dire qu'il y avait eu cette coupe avec l'ensemble de l'équipage qui était là, à la Société nautique de Genève. Enfin, ça avait été vraiment quelque chose de, c'était à nous quoi et c'était vraiment enfin je vois l'image encore c'était il y avait un dessin avec la coupe de l'America's Cup et derrière il y avait les montagnes suisses avec le drapeau suisse quoi c'était on l'a quoi et euh, et c'était une fierté en fait nationale ouais. ça passait au-dessus du sport c'était la Suisse est allée chercher cette victoire quoi. Ouais, bah, c'est vrai que ça peut paraître complètement improbable, effectivement, pour un pays qui n'a qu'un lac comme terrain de jeu, entre guillemets, tu vois, mais un bon terrain de jeu. Et d'ailleurs, et alors, dis-moi si je me trompe, mais j'avais noté quelque part que très vite, toi, ton papa avait acheté un bateau et que tu avais, dès ton plus jeune âge, vécu sur ce bateau-là, sur le lac Léman, une petite partie de ta vie, en tout cas, sur ta jeunesse que. Ouais, en fait, nous, on est une famille en tout de comment dire, on est quatre enfants. Ouais. C'est une famille un peu reconstituée, mais on est quatre enfants. Et en fait, mon père, à l'époque, quand, en gros, à ma naissance, il s'est dit, ce serait quand même cool de pouvoir voyager en famille à un moment donné, quoi. Et Ouais. sauf qu'en Suisse, en fait, acheter ou louer une maison ou un appartement, c'est très compliqué. Du coup, il s'est dit bon, on va acheter un bateau, on va vivre dessus, et puis ça va nous permettre en fait d'économiser un maximum d'argent et du coup de mettre de côté pour pouvoir partir ensuite voyager en famille. Donc il a acheté pardon un bateau à moteur à l'époque, un petit bateau, hein, il faisait 10 mètres. Ok. Et on vivait tous là-dedans là, donc c'était assez, c'était camping, mais c'était bien chouette. Et quelques années plus tard, ça devait être en 97 ou 98, on a acheté un voilier qui était juste à Mm. côté de ce bateau à moteur. Et c'est avec celui-ci, on est parti voyager autour du monde en 2001 et on est rentré en 2012. Donc on est parti très longtemps voyager. Et après voilà, c'était un objectif de vie où comment dire, on travaillait de pays en pays, d'escale en escale, pour essayer de maintenir la caisse de bord et puis voilà, vivre autre chose, quoi, juste voir ce qui se passait dans le monde. Mon Ouais. père avait dans la tête cet état d'esprit de se dire bon, si j'attends la retraite, bon déjà, je vais pas avoir une retraite très intéressante, donc l'idée c'était de se dire bon, je pars tant que j'ai la santé en famille Mm. et on verra après. Je bosserai jusqu'à la fin de mes jours, mais voilà, j'ai pas envie d'attendre le jour de la retraite où on m'annonce que pour une raison ou pour une autre j'ai une maladie où je puisse pas y aller quoi. Ouais. Je suis jeune, j'ai une famille qui a envie d'y aller, allez go, on y va quoi. Ah, mais c'est un super beau projet, franchement, et ça montre que c'est possible, quoi, parce que vous étiez 6 du coup, si je comprends bien. Ouais, alors on Euh, est parti à 5 parce que la famille reconstituée fait que ma grande sœur, elle avait déjà plus de 20 ans quand on est parti. Et ouais, puis au fur et à mesure des années, ils sont tous partis parce qu'ils étaient je suis le plus petit en fait dans la famille. ouais.
OK. Donc je suis le dernier à être resté jusqu'au bout. Tu bien être le benjamin. C'est ça. Mais je me rends pas compte, tu vois, de ce que ça implique au quotidien. Tu fais l'école à la maison, tu vis les uns sur les autres tout le temps. Combien de fois tu vas à terre réellement? Quel type de job pouvait faire ton père, tu vois? Je me rends pas compte de tout ça. Enfin, je sais pas, t'as quelques infos un peu concrètes. Tu vois, là, ça me donne des étoiles dans les yeux quand tu le racontes et puis je le vois avec ton grand sourire. Je me dis, mais ça devait être génial. Ah Mais bah, c'est incroyable, c'est des moments où bon, on vivait forcément un peu les uns sur les autres, hein. C'était le bateau était plus un dortoir qu'une maison, quoi, ouais, parce que bah, c'est pas très grand, hein. Le bateau il faisait 12 mètres de long, donc c'était pas non plus c'était pas un yacht. Et en fait, on a commencé très vite à bosser toute la famille. ouais, Ça c'est la première des choses parce qu'on se rendait compte que bah, plus on était nombreux, plus on ramenait de sous et plus comment dire, plus on pouvait voyager longtemps, quoi. OK. Donc on a fait tout type de travail, hein. On a commencé par avoir un stand sur un marché dans les îles Canaries. On a construit un chantier naval au Venezuela. On a géré une boîte de bateaux de location en Martinique. On a construit un palais à Grenade, dans le sud de la Caraïbe. Enfin bref, on a fait 12 000 métiers. Et moi, du coup, bah, j'ai jamais été scolarisé, que ça soit Mmh. avant le voyage et pendant le voyage. En fait, c'était un peu l'école, pas à la bonne franquette, mais enfin, c'était quand même assez simple. Et du coup, bah voilà, on a vécu comme ça pendant des années et des années. Et finalement, quand je vois mes frères et sœurs aujourd'hui, bah ça nous a tous réussi, quoi. En tout cas, on n'est pas en retard sur les autres, quoi. Ah mais c'est clair, tu vois, pour moi c'est la plus belle école de la vie, tu vois. Franchement, en vrai, tu découvres le monde, donc déjà tu t'ouvres à d'autres cultures, tu t'ouvres à d'autres personnalités. Au quotidien, t'as des challenges à résoudre qui peuvent être effectivement techniques, trouver un nouveau boulot, et puis aussi émotionnellement, tu vois, quand tu vis un peu sur un bateau de 12 mètres de long, ça t'apprend à gérer les conflits, à vivre en groupe, tu vois, et puis tu vis déconnecté aussi de un peu de tous les problèmes que tu peux voir, tu vois. Je pense que les médias, tout ça, tu te coupes un peu de tout ça, donc c'est quand même, pour moi, c'est la plus belle école de la vie, tu vois. J'avais interviewé les frères là devant, qui font eux de l'escalade de glace. Et pareil, eux, ils ont grandi dans une yourte et tu vois, pas école à la maison, quoi, l'école de la nature, l'école de la vie. Et ça leur a super bien réussi. Aujourd'hui, ils sont précoces, tu vois, ils ont 25 ans, mais ils gèrent toute leur carrière de A à Z. Enfin, pour moi, j'ai pas l'impression que, tu vois, ça soit un désavantage plutôt qu'un avantage. Mais je le vois vraiment comme, Ouais, puis c'est un ensemble. C'est qu'aujourd'hui, on essaie de sensibiliser un maximum les gens à se rendre compte de la planète, etc., de faire attention à ci, à ouais, ça. Et alors, c'est sûr que c'est hyper important et je soutiens à fond parce qu'il faut vraiment agir. Mais nous, en fait, notre vie sur le bateau, on voyageait avec notre maison sur le dos, par exemple, enfin pour donner un exemple type, mais on avait 1000 litres, c'est notre réservoir d'eau dans le bateau, c'était 1000 litres et avec 1000 litres, bah fallait tenir 2 mois, quoi. Et quand on ouais. est 5 dans le bateau, bah les douches, la vaisselle, les lessives, etc. Bah on apprend à faire avec avec ce qu'on a, à récupérer l'eau de pluie. Enfin, c'est une vie qui est hyper naturelle. Enfin, on vit avec les éléments et du coup, je trouve qu'on est sensibilisé dès le plus jeune âge à respecter la nature et à faire attention à tout parce qu'on a un budget à respecter, même quand on est gamin. On a quantité d'eau, quantité de nourriture, parce que quand on part en mer, bah forcément Ouais. on a tant de jours de nourriture, mais pas beaucoup plus, et puis on n'a pas le supermarché à côté, quoi. Donc, enfin voilà, c'est toutes ces petites choses qui font que bah on apprend des choses qu'à terre on mettrait des années et des années, quoi. Ouais. Ah ouais, t'acquiers une maturité très précoce, quoi. Donc ça c'est clair. Bah, c'est hyper intéressant et tu vois, je suis d'autant plus content, moi qui m'intéresse un peu aux nouveaux modes d'éducation et pour mes deux fils, tu vois. Et ça m'avait ouvert les yeux en fait de comprendre qu'en fait il y avait plein d'exemples de gens qui avaient effectivement peut-être des parcours un peu éducatifs différents et que au final c'est des gens qui s'en sortent très bien, qui ont aussi une conscience et une conscience de la nature, comme tu le disais, une conscience des éléments qui est très développée. Et je pense que c'est bon pour les générations à venir. Et en même temps, bah, c'est quand t'apprends un peu par toi-même et que t'apprends le monde de la débrouille et que t'es responsabilisé très tôt, bah en fait, ça fait des personnes qui sont
des bonnes personnes, tu vois. Je sais pas, il y a trop d'adjectifs pour dire, mais du coup, voilà, c'était une des autres raisons pour lesquelles j'avais la banane ce matin, tu vois, parce que moi, ça me change complètement, tu vois. J'ai eu le parcours académique très classique, avec un lycée privé dans une boîte à bac où il fallait que tout le monde ait le bac avec une mention et il y avait que les notes et l'école qui étaient intéressants. Bon, j'ai fait sport-études aussi, donc il y avait le sport à côté, mais c'est du coup complètement différent, donc ça m'enrichit beaucoup. Tu te souviens de la première traversée de l'Atlantique, parce que j'imagine que du coup quand tu me dis les Canaries et que juste après tu me dis la Martinique et le Venezuela, je me dis il y a un moment donné faut traverser. Tu vois, de prime abord, pour être monté quelques fois sur un bateau avec ses enfants, faut oser, quoi, tu vois, c'est pas rien. Ah bah faut oser, et puis il faut oser. J'ai la chance d'avoir un père qui est un peu fou, honnêtement. Hein. Il est assez incroyable parce que il a une capacité à s'adapter à énormément de choses. Et moi j'ai souvenir, c'est un des souvenirs qui restera gravé à vie, et je respecte énormément, enfin tous les choix qu'il a fait jusqu'à aujourd'hui. Mais par exemple, départ des Canaries, donc on est 3 enfants plus mes parents, on part et on fait une dizaine d'heures en Mhm. direction donc du coup des Caraïbes. Et là, ma mère dit, écoute, je le sens pas, je suis pas prête à traverser l'Atlantique, ça va pas le faire, quoi. Il y a pas de souci, ok, ça roule. Donc on fait demi-tour. Et on rentre dans un petit port, je sais plus sur quelle île là, et il la jette sur un ponton. On n'a même pas le temps de s'amarrer, il la jette sur un ponton avec 1000 balles en poche histoire de prendre un billet d'avion. Et il dit bon bah on se revoit de l'autre côté, quoi. Et il est parti avec les 3 enfants. Lui il avait jamais traversé l'Atlantique. Nous on avait, moi j'avais quoi? J'avais ouais 9 ans, mon frère 13 et ma grande sœur 14, quoi. Et là tu te dis à ce moment-là, il est quand même assez engagé, parce que de partir traverser l'Atlantique avec 3 mioches, waouh. Et il l'a fait, et il s'est jamais posé la question, quoi. Et on est arrivé bien plus tard. On a dû faire une escale au Cap-Vert pour des raisons mécaniques, et plusieurs autres raisons du bateau qui était très âgé. Et on est reparti, on a traversé l'Atlantique, on est le bout, quoi. Donc ouais, j'ai un super souvenir de cette première transat, ouais. Moi, tu m'étonnes, tu m'étonnes. Mais effectivement, tu vois, il y a plein de gens qui pourraient regarder ça d'un œil un peu extérieur et te dire c'est un peu de la folie, quoi, ou peut-être un brin d'inconscience et tout, mais ça se transmet, ça, tu vois, ce type de qualité de père en fils, tu vois, de ce brin d'insouciance qui fait que en fait tu te permets des défis que la majorité des gens ne se lancent pas. Oh bah, je pense que clairement oui, ça se transmet. Quand je vois ce que j'ai réussi à faire jusqu'à aujourd'hui, je vais pas me jeter des fleurs, mais enfin en termes de défis, j'en ai relevé pas mal jusqu'à là, même si j'ai pas gagné grand chose, mais Je te les jette les fleurs, moi je te les jette. j'aime bien me jeter des petits défis comme ça, en mode bon allez, tiens, ça te dit pas de faire le Vendée, allez vas-y. T'es assez bête pour le faire et y arriver, donc vas-y fonce. Et oui, je pense que il y a comment dire, dans la vie, on a comment dire, des envies, on a des défis qu'on aimerait se lancer. Certains n'osent pas, mais je pense que notre entourage, c'est ce qu'il y a de plus important quand on veut se lancer dans ce genre de défi. Et où on a des gens qui nous freinent, où on a des gens qui nous disent bah vas-y fonce, et puis au pire tu te plantes, mais au moins t'auras essayé, quoi. Et mon père Ouais. est plutôt dans cet état d'esprit de dire bah vas-y fonce, et puis au pire bon on te ramassera la petite cuillère, mais au moins t'auras essayé, quoi. Parce que Ouais. sinon tu t'en voudras toute ta vie. Et oui, je pense que ça aide énormément d'avoir cette mentalité-là, en fait, cette éducation-là de bah, vas-y fonce, quoi. Ouais, 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 ouais. Et c'est, il y a d'autres, enfin, tu vois, peut-être, je sais pas, d'autres personnes ou d'autres sources d'inspiration, ou est-ce que ton père aujourd'hui, c'est encore, tu vois, un moteur, tu vois, pour se lancer des défis, ou tu parles de l'entourage, je sais pas, t'as peut-être un mentor qui vient justement quand t'as des doutes et que t'as une nouvelle idée en tête, à qui tu aimes confronter ton idée pour recharger les batteries. Bah oui et non. Moi j'ai une image du milieu de la voile, parce que forcément bah je fais de la course au large, donc je suis dans le milieu de la voile, et j'ai toujours cette image de Hélène MacArthur, ce petit bout de femme qui Ouais. à 24 ans fait deuxième au Vendée Globe. Elle a enchaîné énormément de compétitions, et elle a toujours brillé. Et c'est un peu
ouais, c'est un peu mon mentor dans le sens où elle a jamais rien lâché, elle est allée au bout de ce qu'elle voulait. Et c'est rigolo parce que dans le milieu de la course au large, je crois que j'ai rencontré tous les marins aujourd'hui, sauf Ellen MacArthur. Et c'est Ouais. elle qui m'a donné, au fond, l'envie de me lancer dans la course au large. Donc je me réjouis un jour de pouvoir, peut-être, j'espère, la rencontrer et juste lui dire merci parce que c'est juste ce que j'ai envie de lui dire, pas plus, juste merci. Et après, en mentor, oui, mon père fait beaucoup. Alors aujourd'hui, il est beaucoup moins dans le milieu de la voile. Hein. Ouais. Il est en Suisse avec ma mère, et puis voilà, C'est calmé. il s'est calmé, même si au fond, je sais qu'il a envie de repartir et que mes parents ont envie de repartir parce que c'est une vie qui les a changés et tu peux pas revenir, tu peux pas revenir à la vie réelle après ça. Ouais. Mais moi aujourd'hui, là, avec ma femme, on a une petite fille, on a une maison, mais on a déjà comme projet de partir voyager en bateau dans quelques années, quoi. Ouais. C'est un virus. Alors c'est pas le Covid, mais enfin c'est à vie, quoi. Donc voilà, c'est assez rigolo. OK. Et bah, tu mentionnais, Ellen MacArthur et elle et qui t'a donné envie de te lancer dans la course au large là. Tu te souviens un petit peu de comment ça t'est venu un peu effectivement de passer de bon, on va dire, faire des justement vivre sur un bateau et faire de la croisière, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais Mmh. à justement en faire un sport, à goûter la compétition parce que je crois que t'es tombé dedans. Enfin, en tout cas, quand je regarde ta fiche Wikipédia et les dates, je crois que c'est hyper tôt pour. Ah bah ça a commencé. Alors bah du coup première traversée de l'Atlantique. Donc juste avant de se lancer dans le grand bain entre les Canaries et les Antilles, il y avait la première étape qui était entre Gibraltar et les Canaries. Et à ce moment-là, on croise une flotte de bateaux qui s'appelle la Mini 650, qui est une OK. transatlantique en solitaire sur des bateaux de 6,50 m. Et je vois ces petits bateaux arriver aux Canaries et en fait donc là ouais j'ai 8 ans et je me dis bon bah c'est ça que je veux faire plus tard quoi. Je vais faire de la course au large. OK. Et depuis ce moment-là en fait j'ai jamais lâché l'affaire. C'est-à-dire que dès que je travaillais, j'essayais de mettre un peu de pognon de côté en me disant bah voilà un jour je m'achèterai un bateau et je m'entraînerai et dans l'objectif de me lancer dans le milieu de la course au large. Et finalement à quoi 14 ou 15 ans. À ce moment-là, on habite à Grenade, donc dans le sud de la Caraïbe. On fait une escale de 2 ans où on construit un palais. Et je tombe sur un bateau qui est plus ou moins à l'abandon dans une baie. Et en fait, c'est un vieux Mini 650 qui traîne là, qui était arrivé à la dérive dans les années tout début 90, donc ça commence à Waouh. dater. OK. Et je trouve le propriétaire qui est un Grenadien et on discute et je dis bah écoute moi je veux racheter ton bateau pour m'entraîner pour la mini transat. Donc bref finalement j'arrive à racheter son bateau. 3 francs 6 sous, je le retape et pendant 2 ans en fait j'ai parcouru l'arc antillais en solitaire sur le bateau, mais j'avais pas de pilote automatique, j'avais même pas de compas, tout était à vue en fait. Et c'était dans cet objectif déjà de participer à la mini. Et ça c'était en 2000. Ça devait être quoi en 2008, je l'ai vendu en 2010. Enfin, je l'ai pas vendu, je l'ai donné en 2010. Et après, on est parti du coup dans le Pacifique et en fait, en 2012, j'ai souvenir de dire à mon père, écoute, là, moi le voyage c'est cool, mais on n'était plus que les deux à ce moment-là sur le bateau en Nouvelle-Calédonie. J'ai dit, écoute, voilà, j'ai envie de me lancer dans une nouvelle aventure, quoi, la course au large. Et il me dit, bah ok, on vend notre bateau de voyage et puis on rentre en Europe et puis essaie de te lancer quoi. Et bah notre bateau ça devait faire 16 ans qu'on l'avait à ce moment-là et on l'a vendu en 10 jours quoi. Donc on s'est retrouvé 16 ans de vie, 10 jours après sur le ponton avec nos valises et retour en Europe. Waouh. Et retour en Suisse, je chope une bagnole, je traverse la France et j'achète mon premier bateau vraiment de course au large, un Mini 650 et du coup je me suis lancé dans cette aventure quoi. Ça s'est enchaîné au fur et à mesure des années comme ça et une bonne étoile, de la chance et puis ouais ça s'est fait assez naturellement. Ouais, bah, en tout cas, quand on t'entend le raconter, on a l'impression que c'est complètement fluide et limpide, tu vois. J'ai une idée, je le fais, donc je vais mettre les actions en place les unes après les autres pour que ça se produise, quoi. Donc enfin c'est fou de fluidité et de limpidité, quoi. Mais et je me demande un peu, tu vois, c'est toi qui as eu ce rêve de gamin, comme je te disais, tu vois, moi je suis passé par la case sport-études et c'était dans le tennis. Donc tu vois, dans le tennis, il y a des rêves, tu vois,
c'est vivre une finale de Coupe Davis ou c'est jouer sur le central de Roland Garros, tu vois, c'est les rêves un peu que tous les gamins dans le tennis ont. C'est quoi les rêves d'un enfant qui a envie de faire de la course au large? C'est tout de suite, on pense tout de suite effectivement au Vendée Globe. C'est quoi? C'est plutôt du coup pour toi l'America's Cup. C'est quoi le rêve un petit peu ultime? Est-ce qu'il y a un objectif? Est-ce qu'il y a quelque chose de un but à atteindre, quoi? Bah, le but ultime, je pense, pour tout marin, c'est alors moi chaque course en fait c'était déjà un rêve. Voilà, ça c'était la première des choses. C'est que le rêve ultime était de participer au Vendée Globe, de le faire, de le finir, parce que c'est la course la plus dure du monde. Voilà, ça on Ouais. n'enlèvera jamais que le Vendée Globe, ça restera, même si les bateaux ont évolué, s'il y a plus de communication, si c'est la course ultime à la voile. Donc ça c'est la première des choses. Mais je pense que alors moi je l'ai vécu, oui, mon rêve ultime c'était le Vendée Globe, mais chaque course, la Mini Transat, j'y ai rêvé toute mon enfance, la Transat Jacques Vabre, la Route du Rhum, toutes ces courses-là, ça a toujours été un rêve. Et donc je les ai réalisées au fur et à mesure des années pour atteindre le rêve ultime, quoi. J'ai pas voulu sauter toutes les étapes, j'ai voulu les réaliser les uns après les autres, et du coup, bah ça permet d'avoir de l'expérience et de grandir et d'évoluer pour être, je dis pas le plus performant possible parce que j'ai pas eu comment dire c'est un sport mécanique, donc il faut avoir la bonne machine dans les mains pour prétendre à quelque chose. On a beau être le meilleur marin du monde, si on n'a pas le meilleur bateau, bah c'est compliqué, quoi. Et du coup ça m'a permis d'avoir cette expérience là, et bah aujourd'hui j'en suis à mon deuxième Vendée, et ça reste toujours un rêve en fait. C'est ça la magie de la voile, c'est que on rêve toujours autant, quoi. Même si on refait les courses, ça reste un rêve, quoi. Ouais. Bah, je vois ça. Mais c'est un peu, tu vois, c'est un peu une des questions que je me pose. C'est une fois que justement que tu vis un peu le rêve et de faire cette course la plus dure, c'est comment est-ce que tu relances la machine pour aller vers un nouveau défi? Et hier j'en parlais, tu vois, avec Jérôme Fernandez, ancien joueur de l'équipe de France de hand, tu vois, qui a gagné 2 Jeux Olympiques, 3 fois champion du monde. Et je lui demandais un peu comment est-ce qu'il retrouvait comment est-ce qu'il relançait la machine. Et lui, il me disait, bah nous c'était simple, il y avait un gars dans l'équipe qui avait une idée, tiens, personne n'a gagné 2 fois les Jeux, et si pourquoi on le ferait pas? Puis il y a quelqu'un qui dit, ah ben personne n'a gagné la Coupe d'Europe, les championnats du monde et les Jeux d'affilée, alors tiens, pourquoi on le ferait pas? euh, toi c'est comment? C'est des nouvelles idées, c'est des nouveaux projets qui font que tu vas te relancer que à chaque fois en fait? Bah, il y a l'envie toujours d'aller plus vite autour du monde, ça c'est une des choses, Ouais. mais je pense que la voile, il y a quelque chose de complètement différent, c'est que t'es pas obligé de gagner pour faire des beaux projets, et là, tu vois, la semaine dernière, j'ai fait la tournée des écoles en Suisse, et je me suis retrouvé avec 200 élèves devant moi, qui ont les yeux qui brillent et qui pétillent, et qui te remercient de les avoir fait vibrer pendant 3 mois, quoi. Et quand Ouais. tu sors de l'école, bah tu te dis en fait il y a même plus de questions à se poser, c'est il faut que j'y retourne, quoi. Je peux pas les Ouais. laisser comme ça, et il y a pas besoin de motivation plus que ça se fait naturellement, et je pense que c'est aussi la magie du sport, mais la voile a quelque chose de différent, c'est que on fait vivre un pays ou du monde, en faisant un tour du monde, ou en se lançant des défis qui sont X, quoi, mais c'est l'histoire qu'on raconte autour de tout ça. C'est Ouais. l'énergie qu'on y met et qu'on a envie de transmettre. Et j'ai pas besoin de grand chose pour vouloir repartir en mer, parce que c'est ma passion, et aujourd'hui c'est forcément devenu mon métier, parce que si on veut être professionnel là-dedans, on n'a pas le choix que de vivre à plein temps, de passer, enfin Ouais. du moins ouais, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, la course au large, donc voilà, c'est du plein temps. Mais moi, ce qui me donne envie d'y retourner, c'est de refaire vibrer les gens, quoi. C'est ça, c'est de partager des souvenirs, finalement, parce que dans quelques années, le public aura des souvenirs de tout ça, et ça restera gravé comme, par exemple, Alinghi. Là, tout à l'heure, tu me posais la question, Mm. mon meilleur souvenir de sport, et je parle d'Alinghi. Bah, peut-être que dans 10 ans, on parlera de la fabrique. On parlera Ouais. d'Alan, parce que ils ont un souvenir de bah ouais, quand il a failli couler en 2016 dans le Grand Sud, ou bah ouais, avec ses problèmes d'hydraulique, d'huile sur le Vendée en 2020, ou bah il a gagné le record de l'Atlantique alors que c'était pas prévu. Enfin, des Mm. choses comme ça où
j'ai envie de transmettre ces émotions, quoi. Ouais, OK. OK, je vois ce que tu veux dire, je vois ce que tu veux dire. Et pourtant c'est, tu vois, c'est un peu paradoxal parce que ça reste un sport, extrêmement solitaire, tu vois? Ce que tu vis, toi sur ton bateau, les émotions, elles sont hyper intenses et d'ailleurs, il y a des moments où tu penses, tu vois, quand t'es en course, tu vois, à ce qui se dit sur terre, à ce que les gens pensent et tout, ou est-ce qu'on a le temps, est-ce qu'on a de la bande passante dans le cerveau, tu vois, pour justement créer cette connexion émotionnelle alors que t'es au milieu de rien. En plus, toi, enfin, j'ai cru comprendre là que sur le dernier Vendée Globe, tu t'étais mangé une vraie pétole et des vrais plats et qu'il y a des moments où ça devait être très 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 calme. Mais tu vois, on arrive à comprendre un peu ce qui se passe sur Terre ou à ce moment-là ou pas du tout. Bah, c'est assez partagé parce qu'en fait, le plus dur, en fait, c'est qu'on n'a pas envie de décevoir. Voilà, ça c'est déjà la première des choses. On sait qu'il y a du monde qui suit, qu'il y a des sponsors qui ont investi dans le projet depuis des années. On a une équipe technique, mine de rien, parce qu'on est tout seul sur le bateau, mais une équipe qui prépare le Ouais. bateau, qui s'est battue aussi pour en arriver là. Et quand on n'est pas à la place où voilà on imaginait être, bah c'est pas facile à vivre. Donc on a cette peur en fait de décevoir. Et en même temps, on soucie de tout ça, on soucie de ce que pensent les gens dans un sens, et on essaye de pas trop penser à ce qui se passe sur Terre. On a ce ressenti tous d'être dans un monde parallèle. Ouais. Ouais, ouais. C'est-à-dire que, ok, on est sur l'eau, on est à la place où on est, dans laquelle on se situe. Voilà, c'est un sport mécanique, il peut se passer énormément de choses. Et en fait, nous on les appelle les terriens parce que finalement quand on est en mer, bah voilà, c'est des terriens. Les terriens, ils peuvent pas comprendre en fait ce qui se passe dans nos têtes parce que, alors ok, on est en mer, on a choisi de faire ça, mais il se passe des choses, on se pose des questions auxquelles on se poserait jamais à terre. Il y a des phases où on est vraiment pas bien et finalement, ce qui est assez rigolo, c'est que il y a aucun terrien qui arrivera à nous remonter le moral. On va se remonter le moral entre marins. Et c'est Ouais. entre marins qu'on va se booster finalement pour aller au bout de l'aventure. Donc, on essaie de faire toujours au mieux. C'est pas facile, mais ouais, c'est le milieu de la course au large. Il est difficile. Nous, on reçoit des messages quand on est en mer des gens qui nous suivent. Moi, j'ai souvenir de parler à mon équipe et de dire, mais les messages de soutien là, c'est des faux. C'est vous qui les avez écrits, quoi, parce que c'est pas possible. C'est pas Ouais. possible qu'il y ait autant de monde qui me soutiennent. C'est juste pas possible. Donc on devient fou finalement et on n'arrive même plus à en croire qu'on a un public qui nous suit, quoi. Ah, c'est à ce point-là. OK, j'aurais pas pensé. Mais ouais, tu vois, j'ai l'impression, bah, il y a à la fois le côté, la solitude et en même temps, l'extrême charge de stress et le manque de sommeil. Enfin, tu vois, il y a toutes les conditions qui font pour que vous deveniez fou, entre guillemets, tu vois. Quand tu étudies un peu ça, il y a et que tu prends un peu de recul, moi je me dis mais en fait, enfin, je sais pas comment ils font pour. Moi, je serais à leur place. Enfin, je pense que à leur place, je me suiciderais ou je sais pas parce qu'il y a tout pour que tu vraiment tu pètes un plomb quoi. T'as conscience de ça, tu vois, j'avais vu dans une des interviews, tu disais que t'étais quelqu'un de très émotif, mais tu vois, t'as conscience justement de à quel point vous êtes sensible face à vos émotions et face à vous-même. Et comment ça se gère un peu, tu vois, justement ces gros moments où ça va très mal, où tu te sens très seul, où tu es vraiment lessivé, où tu apprends que tu as plein de problèmes techniques. Comment tu dis qu'il y a les marins qui te reboostent, mais comment est-ce que tu te reprends? Comment est-ce que tu fais pour gérer ces moments vraiment de down très très puissants quoi? Ouais, il y a plusieurs méthodes. Alors chacun a la sienne. Moi, j'ai trouvé des solutions qui sont assez simples. En fait, c'est juste tu retournes la question dans l'autre sens. Bon, tu te dis, ok, ça va pas aujourd'hui. J'ai une casse ou je me sens pas bien. Je suis pas bien dans ma peau. J'avance pas. Enfin, il peut y avoir 12 000 raisons pour lesquelles ça va pas. Et généralement, c'est régulier. Enfin, ça arrive souvent que ça aille pas. Hein. C'est un peu un jour sur deux sur le Vendée Globe. Hein. Il y a ceux qui montrent toujours le positif, c'est une chose, et il y a ceux qui montrent aussi bah, ce qui se passe réellement. Et moi, sur ce Vendée Globe-là, je voulais montrer aussi bah, que c'est pas tout beau tout rose tous les jours, quoi. Parce que c'est pas l'image. Enfin,
on fait pas ça pour mentir aux gens, on fait ça pour montrer la réalité. Donc quand on rit, on rit, et quand on pleure, on montre aussi qu'on pleure. Et en fait, quand on pleure, la question c'est, on se dit mais ça va pas. Pourquoi Bah ouais, mais pourquoi ça va pas? Bon, ok, t'as un souci technique, ok, c'est chiant. Bon, ton bateau, il est plus lent parce que t'as cassé une pièce, ok, bon, ça c'est bon. Tu te demandes ce que tu fais là, écoute mon coco, tu fais là, t'es en train de réaliser un rêve de gosse. Ça fait 4 ans que tu te bats pour ce projet. Ça fait même plus, ça fait des années et des années depuis ta jeune enfance où tu te bats là-dessus. Et ok, ça va pas, c'est un moment difficile à passer. Mais dis-toi que tu es en train de réaliser quelque chose d'assez malade. Ouais. Tu vas te relever, mec, et puis tu vas pas te laisser abattre parce qu'en fait, ce que tu es en train de vivre maintenant, il y a plein de gens qui rêvent de le faire et c'est ta chance. Donc maintenant, tu relèves la tête et tu fonces. Et en fait, c'est juste de se booster dans l'autre sens et de se dire, ok, ça va pas. Pourquoi ça va pas? Bon, pour cette raison. Mais attends, mais t'es là où tu devrais être. C'est toi qui as choisi d'être là. Donc maintenant, t'assumes et tu vas au bout. Et en fait, on arrive généralement seul à remonter cette pente, quoi. Ok, ouais. Et effectivement, relativiser et se rappeler le pourquoi tu fais les choses, c'est toujours un outil hyper puissant pour aller mieux, ouais. Et tu disais que ouais, t'avais fait enfin, t'avais pris le pari ou pris le parti en fait de tout montrer. Et on voit effectivement il y a des images très fortes de toi où on sent que ça va vraiment mal et que c'est compliqué et c'est vrai qu'il y a beaucoup de skippers qui ne montrent pas ces moments où tu craques quoi, tout simplement, humainement. Et moi je me demandais, tu vois, à quel point à quel point c'est difficile plutôt de s'ouvrir, tu vois. Tu craques, et est-ce que tu penses tout de suite, ah bon, j'avais promis que que j'allais montrer ces images, allez, ok, je craque, je suis pas bien, j'ai envie d'être tout seul, mais j'allume quand même la caméra, tu vois. C'est une gymnastique qui est assez, je sais pas, enfin, j'imagine qu'il y a eu d'autres moments où tu craquais et puis tu te dis, ok, je vais pas le montrer à tout le monde, mais comment est-ce que tu te dis, si c'était un petit rituel où tu te disais tous les jours, je vais allumer la caméra et je vais parler un petit peu aux gens à telle heure, et puis si je suis bien, tant mieux, si je suis pas bien, tant pis. Comment est-ce que tu fais un peu pour le programmer, tout ça? L'idée c'est de pas le programmer. Et, quand on envoie des vidéos, alors quand on a des obligations, donc des fois on envoie des couchers de soleil parce faut envoyer des images, donc ça c'est une chose. Ouais, Quand on craque, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est on se filme pas pour montrer qu'on craque, on se filme parce qu'en fait la caméra c'est un peu notre copine, quoi. ouais. On a l'impression de parler à quelqu'un quand on parle à la caméra. Et du coup, on arrive à se confier un peu plus devant la caméra que de parler dans le vide, dans le bateau, voilà. Et en fait, ça se fait assez naturellement. C'est que des fois, où on se sent pas bien, on va se confier à notre caméra. Ouais. Après, il y a des vidéos qui sont pas montrées, hein. C'est le psy, hein. Ouais, non, mais il y a plein d'heures de vidéos, de pleurs, de rires qui sont pas montrées parce qu'après, c'est pas parce qu'on se filme qu'on va envoyer ces images-là. Ouais. Après, c'est un choix où Mais toi, tu les euh, gardes ces vidéos-là? Tu les gardes quelque part pour les ah ouais, ouais, regarder? moi j'ai celle du premier, j'ai toutes les vidéos depuis la mini transat, donc je dois avoir, je sais Mm. pas, une centaine d'heures de films en mer qui traînent dans les disques durs. Mais c'est, si tu veux, ce qui se passe aujourd'hui dans le milieu de la voile, mais c'est que comme dans plein de milieux, c'est que tout le monde est en mode tout va bien à bord. Je montre pas si je vais bien ou pas. Voilà, c'est moral stable, ça ne bouge pas. Et ils font ça parce que, en fait, les concurrents, c'est quand même des bons petits filous. C'est-à-dire qu'ils vont aller sur Internet, puisqu'on a quand même des moyens de communication à bord des bateaux aujourd'hui qui facilitent l'accès à Internet, et aller voir ou écouter la voix des autres marins, savoir s'ils sont bien, savoir s'ils sont fatigués ou pas, s'ils peuvent, dans cette journée-là, vu que le mec, Mm. moralement, il est en bas, il est au fond du trou, accélérer pour essayer de le bouffer. Donc en fait, la plupart des marins qui sont dans la tête de flotte, ils montrent aucune émotion, parce que si tu montres une émotion, c'est un signe de faiblesse, et donc les autres attaquent derrière. Alors bon, chacun son truc. Moi je trouve dommage parce que du coup, la tête de flotte, en fait, on la suit pas parce que c'est nul. Enfin c'est nul, c'est personne raconte une histoire, quoi. C'est Mm. tout va bien à bord, merci, bonsoir. Allez, ciao. Ouais. Ok, bon, et sinon ça va, t'as eu une casse, je sais pas, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Raconte-nous un peu ta vie, quoi. Et non, il y a rien du tout, quoi. Mais vous le partagez peut-être entre marins après coup, tu vois, toi qui disais que tu t'en avais rencontré une partie, enfin que tu les connais tous et que tu les as tous rencontrés, peut-être que
vous avouez des petits moments de dur après la course, et justement pour pas biaiser on va dire l'espionnage qu'il peut y avoir pendant une course. Bah alors, les échanges avec les coureurs, on les a beaucoup sur l'eau, on les a moins à terre. C'est assez rigolo. Ouais. Alors pourquoi? Parce que les liens concrets sur l'eau restent sur l'eau. C'est une histoire en fait qui restera. Voilà, nos échanges, c'est nos échanges. À terre, on n'est pas forcément proches, mais en mer, on est tous dans le même dans la même Mm. galère, j'ai envie de dire. Et c'est assez rigolo parce que on voit on voit la différence, je trouve, au fur et à mesure des années quand même. Certains skippers, là je prends un exemple, Jérémy Bayou qui était le favori sur ce Vendée Globe, qui malheureusement dès le départ a eu des soucis techniques, a dû rentrer au port et repartir dernier, remonter la flotte. Il a fait une course incroyable et il a vu ce que c'était aussi de naviguer dans l'arrière de la flotte et du coup de peut-être moins avoir cette pression qu'on peut avoir quand on est dans la tête du peloton. Et je trouve qu'il a partagé des émotions que pas grand monde finalement partageait. Et j'ai trouvé ça super sympa qui s'ouvre et qui fasse vivre son Vendée Globe de la manière dont il l'a fait. Mm. Et comme quoi, des fois, on peut faire des super courses en partageant la réalité, quoi. Parce Mm. que en termes de temps de course, il aurait pas eu ces soucis techniques, il aurait potentiellement gagné le Vendée Globe, quoi. Donc Mm. c'est ça aussi, j'ai trouvé joli et c'est une belle histoire sur ce Vendée Globe. Et il y en a plein, hein. Mais c'est vrai que dans Ouais. le groupe de tête, des fois on essaye d'envoyer un petit message de soutien ou de félicitations parce qu'il a fait une super nuit, le mec, il a remonté 3 places et puis il y a pas de réponse, quoi. Ouais. Des fois on se dit c'est dommage parce qu'on est quand même tous dans le même bateau, j'ai envie de dire, et dans la même galère surtout. Donc voilà, il y a des échanges qui se font et avec certains et avec d'autres moins. Et par exemple avec Jérémy Bayou, on a échangé tout au long du Vendée Globe. Enfin c'était juste top, quoi. Mais que ça va de soutien mental aussi aux échanges sur la stratégie météo. Et toi tu vas passer de quel côté de la dépression? Ah ouais, mais moi je pense que peut-être là c'est mieux. Vas-y on tente. Ouais. C'est un soutien, une aide. Ouais, bon, on est les deux dans la même galère. Viens, on y va ensemble, quoi. C'est un peu dans cet état d'esprit, quoi. Et ça, je trouve ça chouette. Ouais, ouais. Mais en tout cas, c'est cool que tu racontes ça. C'est vrai, tu vois, cette complexité peut-être des marins qui jouent pas la tête, tu vois, et qui essayent plutôt de créer des liens et de créer des stratégies ensemble. Tu vois, j'en avais pas du tout connaissance. Donc merci de me partager ces petites infos de l'intérieur de la course. Franchement, ça fait hyper plaisir. En plus, bon, après, on le sait tous, il y a un code entre les marins, tu vois, qui est très fort. On l'a vu notamment là sur cette dernière épreuve. Tu vois, c'est le quand il se passe quelque chose, voilà, c'est aux marins de réagir, et il s'est passé vraiment vraiment énormément de choses sur cette dernière course, quoi. Donc c'est cool aussi, tu vois, de voir un peu tout ce qui peut se passer à ce moment-là. Et d'ailleurs, comment est-ce qu'on réagit quand on entend un signal radio? Alors je sais pas d'où il part. Est-ce que c'est le maître de course, tu vois, qui vous annonce que je sais pas, il y a un homme à la mer et qu'il faut aller le secourir? Est-ce que toi t'es au courant? Est-ce qu'on te prévient? Est-ce qu'on te prévient pas? Comment ça se passe, et comment on réagit à ce genre de nouvelles? Parce que tu vois, bon, là, il y a eu des épisodes très chanceux, mais c'est rarement le cas, parce que bon, on sait que quand on tombe du bateau, il faut avoir une belle étoile, quoi, vraiment. Donc comment est-ce qu'on le vit, tu vois, de ton côté? Comment est-ce que toi tu l'as vécu? Ah, c'est un moment très difficile et je pense que tous les marins de cette édition raconteront la même histoire, plus ou moins. C'est que nous, on a appris ça. Bon, déjà, généralement, nos équipes nous tiennent informés par mail de la situation. Enfin, quand il y a une avarie, par exemple, sur un bateau, un gros souci technique, nous, on s'y prépare aussi. Si jamais on doit aller le rechercher, voilà, on essaie de se tenir prêt, quoi. Quand il y a quelqu'un qui monte dans le mât, par exemple, on essaie de se tenir informé parce que si on n'a pas de nouvelles dans les 20 minutes, on va Mm. peut-être commencer à se dérouter. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose. Enfin voilà, on est hyper soudés en fait à ce niveau-là. C'est vraiment incroyable cette solidarité.
Et pour Kevin Escoffier, quand son bateau s'est cassé en deux, moi j'ai reçu un mail de mon équipe technique en me disant, écoute, là Kevin, son bateau s'est cassé en deux, c'est un peu chaud. Voilà, on te donnera plus d'informations dans les heures qui viennent, quoi. Et on a tous les marins, on a un groupe WhatsApp en fait, parce que oui, on a WhatsApp sur nos bateaux, ça casse un peu le mythe, mais on a WhatsApp. Et, Ok. et on reçoit un message d'un des marins qui dit bon je me déroute. C'était Yannick Bestaven. Je me déroute. Kevin est à l'eau dans son radeau de survie. Le temps est compté, quoi. En gros, c'est un peu le message, quoi. Donc là, un grand blanc. Enfin, tu te prends une sacrée baffe. Tu te dis bon alors attends, entre le bateau et j'ai reçu un mail il y a 2 minutes que le bateau était cassé en deux. Là, il est déjà à l'eau. Donc ça veut dire que le bateau il a coulé. Là, tu commences à te faire le film dans la tête et tu te dis bon là il est vraiment en danger, ça pue. Et quelques heures plus tard, Yannick dit ok je le vois, je vais essayer de le récupérer. Et bon, silence radio, il se passe quelques minutes, peut-être une demi-heure, trois quarts d'heure. Je l'ai perdu, je le vois plus, c'est chaud, en gros je commence à avoir peur, quoi. Et là, je crois que ça a fait l'unanimité dans tous les bateaux où tous les marins se sont mis à pleurer, à réduire la voilure, à se poser 12 000 questions. Et en fait, c'est là que tu te rends compte finalement du danger de notre aventure, parce que Mm. finalement, c'est un sport, mais c'est avant tout une aventure. Et là, tu te dis, ah, merde, là, ça commence à être chaud, quoi. Parce que ça peut m'arriver demain, quoi. C'est le genre d'avarie où tu peux pas vraiment l'anticiper, et puis lui il a eu 3 minutes entre le moment où le bateau se casse en deux et le moment où il s'est retrouvé dans le radeau, quoi. Ça s'est Ouais. passé très très vite. Et du coup il y a quand même eu 4 bateaux qui se sont déroutés. Jean Le Cam a réussi, mais ça s'est joué à 10 minutes près, quoi. Ouais. Entre la luminosité, alors il a eu le bon réflexe, c'est presque d'attendre la nuit, parce qu'effectivement de nuit la moindre lumière tu la vois, quoi. Ouais. De jour c'est plus compliqué. Et bref, ça s'est fait d'une manière où il a eu de la chance, parce que déjà il est tombé. Bon, Jean Le Cam, je vais pas refaire son palmarès ou voilà, mais en termes de marin, c'est quand même un des meilleurs marins du monde, quoi. Y a pas photo. Et quand tu tombes sur un mec pareil qui vient te rechercher, déjà tu te dis bon, je suis un peu rassuré, quoi. J'ai pas un mec qui sait pas manœuvrer devant moi, quoi. Donc bon, déjà c'est rassurant. Mais j'ai mangé avec Kevin il y a 2 semaines, et on en discutait du coup. Alors c'est toujours délicat, on n'a pas envie de reposer toutes les questions, parce que le pauvre, hein, depuis son arrivée, Ouais, il a dû faire il que en ça. entend tous les jours, quoi. Mais Mm. il m'expliquait que là où il a eu le plus peur, c'est quand Jean est allé le récupérer, parce que dans son radeau de sauvetage, finalement, ça allait bien. Mais c'est après où, quand il a vu l'IMOCA de Jean, qui est quand même un bateau de 18 mètres, quoi, qui en gros lui fonce dessus, c'est là où tu te dis ah, là ça va être compliqué, parce qu'il y a quand même 6 mètres de houle. Enfin, c'est un peu sport. Mais Ouais. nous, ça nous a énormément marqué. Et je pense que si on regarde les statistiques de performance des bateaux, les 2 semaines qui ont suivi l'avarie de Kevin, quoi, enfin du moins la perte de son bateau et son sauvetage, je pense qu'on est tous à 15%, on est tous 15% plus lents, si tu veux, que la moyenne, quoi. Ouais. Parce qu'on a pris un coup au moral énorme, quoi. Ouais. 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 Mais c'est, enfin, ça se comprend en fait. Tu vois, t'as tu frôles la vie de pas loin, et du coup, forcément, tu vois, quand c'est un copain et que vous partagez tous. Et vous avez alors là, je pose vraiment une question de bisu, mais vous avez une radio commune ou un truc pour partager à voix, tous ensemble, ou c'est juste ce groupe WhatsApp? Déjà, c'est déjà beaucoup, c'est déjà quand même sympa. Puis vous pouvez partager de la voix aussi si vous le voulez. Mais ouais, vous pouvez vous échanger de l'information aussi, vocale, rapidement comme ça. Peut-être de bateau à bateau, oui, ou Ouais. Alors de bateau à bateau, tu vas avoir le système qu'on appelle VHF. ok, ouais, Ce qu'on trouve dans les avions, ce qu'on trouve un peu partout. Le problème, c'est que nous on est des bateaux de course qui sont en plus en carbone, donc niveau antenne, etc. On a énormément de pertes. Donc on va dire que tu peux parler à un autre concurrent à une vingtaine de kilomètres, quoi. ok, ok, Sauf que généralement on est un peu plus éloigné que ça, donc ça peut arriver qu'on se parle à la VHF, mais c'est vraiment quand ouais, on est à vue, donc bon, ça c'est plutôt cool déjà. Mais non, on échange beaucoup sur WhatsApp, mais c'est même pas forcément des voix, quoi. Il y a un peu de tout, quoi. Il y a un ouais. peu de tout, donc c'est rigolo.
Ok. Bon, bah, en tout cas, bon, c'était une sacrée histoire et tu vois, j'avais à cœur de l'entendre, tu vois, de quelqu'un qui l'a vu un peu, enfin, qui le sent de l'intérieur tout en étant un peu à l'extérieur, tu vois, et ça fait chaud au cœur, en tout cas, la façon avec laquelle tu le racontes. Et je fais un petit flashback en arrière. Tu vois, sur toi, parce que moi, la première fois que j'avais entendu parler de toi, c'était effectivement en 2016. Parce que tu prends le départ de cette course et t'es un petit peu je vais pas dire l'ovni, tu vois, mais on a souvent l'image du marin qui est le type, qui est, voilà, qui a l'expérience, qui a des années et des années de course, et toi qui arrives tout jeune, tu vois, sur ton, c'était un IMOCA, c'est ça, Ouais, exact, ouais. et tiens, 23 ans. Quoi? Pardon? Non, mais vous êtes sûr? Et tu te dis, mais ce gars est un peu fou pour se lancer aussi jeune dans quelque chose d'aussi grand. Euh, moi, je me demandais, tu vois, si est-ce que comment est-ce que tu t'es senti un peu reçu, tu vois, d'être aussi jeune, d'être un peu le Benjamin parmi justement, je vais pas dire les vieux briscards parce que franchement ça serait vraiment pas respectueux, mais tu vois, parmi ces gars pour certains, qui sont 2 fois plus âgés que toi, quoi, et euh, comment c'est reçu, comment c'est vu, comment toi tu le ressens aussi. J'imagine que tu as encore presque des yeux de gamin quand tu vois, quand t'arrives pour la première fois. C'est presque Disneyland, tu vois. Enfin, j'en sais rien, mais je fais peut-être des métaphores d'ailleurs qui sont pas du tout appropriées. Mais comment est-ce que toi tu l'as vécu, en tout cas cette arrivée aussi jeune dans les têtes de coureurs, quoi. Bah, le projet 2016, il est parti très très Longtemps. très rapidement et en fait, alors pour la petite histoire, nous on a récupéré un bateau qui était un très vieux bateau, hein, Ouais. il était fin des années 90, donc c'était vraiment bon, les premières générations des bateaux du Vendée Globe, quoi, donc c'était vraiment une bonne petite mémère, Je mais crois que voilà, c'était le plus vieux, non, d'ailleurs, à ce moment-là. c'était un des plus vieux du Vendée, ouais. Et donc en fait, c'était une épave quand je l'ai récupéré. Mais alors la chance, c'est que moi je voulais participer au Vendée Globe, mais j'avais pas les sous. Et en gros, je connaissais le propriétaire du bateau qui m'a dit bon, tu me files 1 euro symbolique et tu fais le Vendée Globe avec le bateau. Donc, dans ce cas-là, ça m'a un peu aidé à me lancer. Bref, Ouais. j'arrive à ramener le bateau à Lorient, ramène le bateau dans le port, et là, même les comment dire les gardes-ports n'ont même pas osé toucher le bateau, quoi. C'était non mais c'est quoi cette épave, quoi. C'est juste pas possible. Ok. Et tout le monde se foutait un peu de ma gueule. C'était non mais Alan, il y a un moment donné, faut arrêter de rêver, etc. Et puis à ce moment-là, en fait, j'étais un peu seul à le préparer. Le bateau, j'avais pas d'équipe. Je connaissais, j'avais des notions en technique, j'avais des notions de tout ça, mais j'étais pas non plus un professionnel. Et puis, ben, quand on doit faire et la préparation physique, mentale, bon, ça, du coup, on met de côté parce qu'on n'a pas le temps. Trouver des sponsors, préparer tout le bateau, se qualifier au Vendée Globe. Enfin bref, c'était une énorme mission. Donc on a divisé en deux. Aurélia, elle a géré tout ce qui était recherche de partenaires, communication, tout ce qui est paperasse, etc. Et moi j'ai géré tout ce qui était technique du bateau. Et en fait, on avait 11 mois pour préparer le bateau au Vendée Globe, quoi. Donc tout le monde Ouais. était là, mais non, mais c'est pas possible, mais tu vas pas réussir, etc. Et on boucle notre budget à l'arrache. Bah même, on l'a bouclé réellement 2 semaines après le départ de la course. Donc c'était vraiment vraiment chaud. Et bah on me prenait pour un peu le petit con qui va se brûler les ailes parce qu'ils en ont vu d'autres et puis des projets à l'arrache comme ça, bah ça fait pas belle image. Et en fait, donc je fais ma transatlantique de qualification en course, on ramène le bateau et là on commence à le refaire propre. Mais le refaire propre, on le met à poil et on le refait et on le remet à l'eau. Et là les gens se sont dit ah tiens, ah ils ont bien bossé, c'est cool. Mais ils sont toujours pas prêts, quoi. Et je me rappelle, le directeur de course, il cherchait des excuses. Il cherchait un moyen pour que je ne puisse pas prendre le départ en fait du Vendée Globe, quoi. C'était pour lui, Mm. j'étais un danger, quoi.
Mais Et ça peut se comprendre. Enfin, tu vois, si on se met, désolé, là, je fais un peu l'avocat du diable, et c'est pas du tout contre toi, tu vois, mais tu peux toujours te dire, effectivement, t'es un directeur de course, t'as pas du tout envie de salir l'image de ta course par un accident ou, tu vois, euh, tu vois, il peut penser à la sécurité d'abord et se dire, ok, un tour du monde, c'est pas une transatlantique, c'est beaucoup plus compliqué. Euh, ça peut, c'est beaucoup plus long. Enfin, tu vois, il a aussi, bon, j'imagine qu'il a trouvé toutes les excuses possibles et inimaginables et parfois des non valables. Mais la crainte, elle peut, enfin, on peut comprendre, tu vois, sa crainte. Bon, après, moi, je suis forcément de ton côté parce que je suis forcément pour les projets fous, ah mais non, mais c'était sûr. Enfin, moi à sa place, je serais même allé plus loin, quoi. J'aurais cadenassé mon bateau au ponton en mode non, mais tu pars pas, quoi. Enfin, c'est juste pas possible, quoi. Mais même toi, tu le dis, c'est que, après, c'est comment dire, c'est l'image extérieure. Les gens s'étaient pas renseignés en fait c'est pas qui j'étais, mais qu'est-ce que j'avais fait avant. Parce que c'est oui, mais t'as pas d'expérience avec ce genre de bateau. Ok, c'est vrai. J'avais aucune expérience, mais j'avais quand même navigué depuis l'âge de 8 ans. Donc, si tu veux, passer du temps en mer, gérer des bateaux, enfin tout ça, j'avais déjà fait. J'avais participé quand même à pas mal de courses. Et c'est rigolo parce que on me disait pas bonjour, quoi. En Vendée 2016, c'était Alan. Non, mais Alan, on le regarde même pas, quoi. Et à l'arrivée du Vendée, déjà le directeur de course, déjà Caresse. Aujourd'hui, on est très proches, on s'entend très bien. Et il est venu me voir, il m'a dit putain, ben, j'y croyais pas, hein. Mais tu nous as fait un truc, mon cochon. Chapeau, quoi. Et tu vois, à l'arrivée, il y avait Jean Le Cam qui m'a pris dans ses bras. Il y avait tous ces vieux briscards, oui, parce qu'on peut le dire, hein, c'est pas une insulte, hein, qui viennent et qui disent, bah, mon gars, on n'y croyait pas, mais non seulement tu l'as fait, mais t'as fait une super place et t'as bouche bée tout le monde, quoi. Et là, tu te dis, bah voilà, les gars, bah, des fois, faut croire un peu en la jeunesse, même si ça paraît un peu fou, mais faut croire, faut croire. Et pour la petite anecdote, c'est joli, c'est que la personne qui a récupéré ce bateau-là, enfin mon ancien bateau, du coup, a participé au dernier Vendée Globe et elle a fait exactement la même chose. Pip Air, elle s'appelle, c'est une anglaise, et elle a fait la même chose et elle fait un super Vendée Globe et elle a bouche bée tout le monde. Et comme quoi, ce bateau, il est assez magique. ouais, mais il y a pas que le bateau, attends. Si, si, c'est le bateau qui fait tout. Mais c'est vrai que c'est un sport, tu vois, que je trouve à la fois magnifique dans les émotions, dans l'exploit, dans il y a un côté dans la beauté du geste, tu vois, et qui est autour du, c'est mystique, il y a même c'est mythique même, tu vois. Et en même temps, il y a un côté très ingrat et très injuste où ça dépend quand même beaucoup de la technique, tu vois, et tu peux bien que effectivement tu sois sur un bateau qui a un côté un peu magique et avec peut-être je sais pas un sort qui lui promet une très belle histoire, bah tu sais que même si tu mets le meilleur marin dessus au début de la course et que tu mets même je sais pas les deux meilleurs marins au-dessus de la course dessus, tu sais qu'ils ont quand même très peu de chances de gagner, quoi, tu vois, si ce n'est aucune, tu vois, presque. Donc enfin, là aussi, après, ce que moi je trouve cohérent dans ton message, c'est que tu dis peu importe, tu vois, la place, c'est qu'on peut quand même, sans performance, s'éclater et passer un super bon moment, véhiculer des émotions et partager quelque chose d'encore plus fort, justement. Il y a un peu ce côté David contre Goliath. Mais du coup, ça m'amène un peu à la question de tes prochains projets, tu vois. Est-ce que c'est justement d'aller chercher un bateau qui te permette d'aller vivre les premières places et de passer un peu du côté obscur de la force que tu décrivais un petit peu tout à l'heure, où faut être là, faut jouer la performance, et là ça c'est on met met certaines choses de côté. Quelle est la suite et comment comme je te disais, je suis très intéressé par le côté un peu entrepreneurial de cette aventure aussi. Comment est-ce que ça s'organise? Enfin, déjà, quels sont tes projets et comment est-ce que tu les organises? Qu'est-ce que tu mets en place là actuellement? Ou alors là Longue question. l'objectif ouais non non l'objectif professionnel et personnel et en termes de chef d'entreprise, enfin la réponse est aller chercher la victoire sur le prochain Vendée Globe, quoi. Ça c'est l'objectif aujourd'hui, qui sera le même demain et après-demain et dans 4 ans. C'est mettre en tout cas toutes les chances pour y arriver. Donc changement de bateau, une équipe plus conséquente,
voilà, essayer de trouver les sponsors qui nous permettent d'atteindre cet objectif-là, parce que forcément ça a un coût. Là aujourd'hui, donc on est en train de regarder ou pour construire un bateau ou pour acheter un bateau d'occasion des dernières générations. Alors ça c'est un peu dans le côté rêve, parce que la réalité aujourd'hui elle est un peu différente. Elle est que bon, on attend des réponses sur les partenaires. On a un budget qui nous permet de construire déjà ou d'acheter un bateau. Donc ça c'est absolument incroyable. Mais là aujourd'hui tout est un peu en stand-by parce qu'on attend des réponses de partenaires. Et là moi j'ai 5 employés et là j'arrive à la fin où j'ai plus de quoi les payer en gros. Donc là on est dans une phase qui est assez délicate. Comment dire, pour ma société, parce que on arrive à la fin d'un projet, on est le cul entre deux chaises entre un projet et l'autre, quoi. Ouais. Et donc là c'est vachement de gestion, c'est faire des demandes, regarder avec le comptable comment faire, chômage, licenciement économique, comment on arrive à gérer ça. Et en fait ce qui est assez rigolo dans nos sports, c'est que on n'est pas il y a pas que la performance de gérer un bateau de A à Z, il y a tout ce qui va autour. Et quand je prends par exemple mon cas, mais on est beaucoup dans ce milieu à fonctionner comme ça. C'est que moi, j'ai mon entreprise aujourd'hui qui elle a l'équipe technique et gère tout ce qui est préparation du bateau, recherche de partenaires, enfin bref, tout ce qui gère le projet de A à Z. Et ça c'est une gestion qui est complexe, dure, longue, beaucoup d'énergie. Et t'as d'autres marins par exemple qui eux sont des pilotes, quoi. C'est-à-dire ils ont leur salaire à la fin du mois, bim, ils montent sur le bateau et ils tournent la clé et ils partent faire leur course, et à l'arrivée voilà. Et moi il y a tout le reste à côté qui prend beaucoup de temps, et j'adore ça, mais c'est beaucoup de temps et d'énergie. Donc là aujourd'hui on essaie de relancer la machine, on va y arriver, j'y crois dur comme fer. Mais je pense que j'ai appris énormément au fur et à mesure des années sur le côté entrepreneur, sur c'est presque une de mes plus belles, c'est ma plus belle fierté aujourd'hui, c'est ça, c'est d'être un entrepreneur. Je vois mes employés qui ont fondé une famille, acheté des maisons, qui j'ai l'impression d'avoir fait vivre des gens pendant un certain nombre d'années. Et en fait je trouve que c'est juste magique, parce que pour le coup, je suis le plus jeune de la boîte. J'ai 28 ans. Je suis le gamin de la société, mais je suis aussi le président et le chef d'entreprise. Et celui qui, malheureusement, et heureusement, donne les ordres et donne les objectifs et tout ce qui va avec. Et je trouve ça super intéressant, mais c'est usant. Là, je commence à tirer la langue, parce que depuis l'arrivée du Vendée Globe, et j'ai pas pris de vacances. Mes dernières vacances, c'était fin d'année 2019. Et là, j'ai pris depuis le retour du Vendée 3 jours. Voilà. Donc ça tire un peu. Okay. Et là, je repars à fond. Du coup, c'est quoi le cycle de vie, tu vois, d'un projet? C'est là, du coup, on vient de terminer le dernier Vendée Globe. Là, tu me dis que tu prépares le prochain. J'imagine qu'il y a plusieurs phases, peut-être une première phase d'effectivement plutôt de financement et de construction du futur projet. Ensuite, tu as une phase peut-être de recherche du bateau. Je sais pas si tu l'as déjà. Si on devait décomposer un peu les étapes, ça ressemble à quoi? Alors, ça ressemble à le nerf de la guerre, c'est les sous. Donc, trouver des partenaires, ça c'est la base. Et vous n'avez pas de price money avec les courses? C'est énorme, nos price money. Alors, pour donner un exemple, c'est un peu ça. Non, le vainqueur du Vendée Globe, alors faut savoir qu'après on a les impôts dessus, on est imposé dessus. Donc le vainqueur sur cette édition, je crois qu'il gagne 200 000, donc il doit arriver à quoi, 120 000, un truc comme ça dans sa poche à la fin. Ouais. Voilà, j'ai gagné par exemple 6 000 balles de prize money à l'arrivée du Vendée Globe, quoi. Donc on fait pas ça pour l'argent. Tu fais même pas un mois de salaire pour ton équipe. Donc non, juste un employé chargé, tu vois. C'est de la rigolade, quoi. Mais bon, le geste est mignon, mais enfin c'est juste pour dire qu'on fait vraiment pas ça pour l'argent. Donc ça nous permet pas en fait de relancer un projet derrière. Ça, non. Donc l'idée, c'est sponsor pour avoir le financement derrière, construire ou acheter un bateau. Parallèlement à ça, monter l'équipe qui va gérer tout ça, quoi, hein, la technique, la communication, tout ce qui va avec. Et après, on enchaîne les courses de préparation jusqu'au Vendée Globe. Donc en gros, l'objectif
le top du top, on va dire que c'est d'arriver à faire ça sur 4 ans, c'est-à-dire de démarrer cette année et que ça se termine après le prochain Vendée Globe. Ça permet de faire, par exemple cette année Transat Jacques Vabre, l'année prochaine la Route du Rhum, encore une Transat Jacques Vabre et le Vendée Globe. Donc ça, c'est des courses qui sont en plus obligatoires parce qu'il faut se qualifier au Vendée Globe, quoi. Maintenant, on a tout un enchaînement de qualifications. Donc ça c'est un peu le projet type qui est aussi il y a le côté qualification, mais il y a aussi le retour sur investissement pour les partenaires, parce que plus on fait de courses, plus derrière le retour sur investissement est important pour eux. Et le Vendée Globe, la plupart des partenaires ont tendance à miser que sur le Vendée Globe, mais c'est une erreur parce que le Vendée Globe peut durer 1 heure comme il peut durer 100 jours. C'est mécanique, tout peut arriver. On a beau avoir préparé le bateau pendant des années, avoir tout optimisé, il suffit un oubli, une bricole, une faute de manœuvre et la course s'arrête. Donc c'est très difficile de miser que sur le Vendée Globe. Donc voilà un peu le déroulé. Après on essaie de naviguer énormément. Là, si je prends l'exemple sur le précédent projet, enfin celui qui vient de se terminer, on a commencé en 2017, ça se termine en 2021. On a fait combien on a fait? On a fait 8 transatlantiques avec le bateau et un tour du monde par exemple. Ouais. Donc on a quand même bien navigué, quoi. Ouais, tu prends quand même beaucoup de temps pour essayer d'être sur l'eau. Ouais. Mais pour ça, faut avoir le bateau, quoi. Faut avoir le bateau. Ça, c'est sans bateau, je suis orphelin. Et peut-être, alors dis-moi si c'est indiscret et si c'est pas une bonne question à poser, mais tu vois, typiquement sur un projet de 4 ans, quand je vois le bateau, tu me parles de 4-5 salariés, j'imagine que le bateau, il y a de la logistique aussi pour bouger le bateau d'un port à un autre. Le mouillage, ça coûte aussi un petit prix. Enfin, je me rends pas compte à quel point l'enveloppe elle peut grossir, tu vois. Tu peux nous donner peut-être juste un ordre d'idée, ou sans rentrer dans les détails, parce que j'imagine que tu vois ça reste privé et c'est aussi par respect pour les partenaires, tu vois. Peut-être on peut pas obligé de rentrer à fond dans le bon. Non, parce que s'il y a un partenaire qui écoute, un potentiel partenaire, autant être transparent. Ah, mais je pense que non, mais moi je serais curieux de savoir, tu vois, du coup le budget prévisionnel. Bon après, voilà, il y a des choses qui sont privées, des choses qui sont publiques, mais pour avoir un ordre d'idée. C'est pas. Alors déjà, la taille de l'équipe, elle va doubler, parce que là, nous, on était sur un projet, on va dire un peu outsider, milieu de gamme en termes de budget et de bateau. Donc, on était sur des projets à peu près 1 million d'euros par an pour faire fonctionner le bateau. Ouais. Là, on passe en gros à 2 millions d'euros par an de fonctionnement. Alors là-dedans, il y a quand même, il y a 10 employés, donc mine de rien, ça a un sacré coût. Alors on n'est pas des footballeurs, hein, donc les salaires sont pas énormes, mais ils sont quand même là. Et pour donner un exemple, on va avoir déjà, si on prend des changements de voile, un jeu de voile complet, on en a pour 200 000 balles, quoi. Ouais. L'assurance du bateau à l'année, on va en avoir pour 400 000 balles. Ouais. Donc en fait, quand on calcule, quand on met tout bout à bout, à la fin, l'objectif est d'arriver à zéro, pas dans le négatif, mais à zéro. Et avec ça, on est juste. Le prix du bateau, c'est dur à dire parce que c'est un investissement finalement, puisque le bateau, il va avoir une rentabilité X, il va être vendu à un prix Y derrière. Donc le prix du bateau finalement, c'est pas que c'est pas important, mais c'est pas un bateau aujourd'hui. Les bateaux, ça peut commencer de 400, 500 000 euros pour des vieux bateaux jusqu'à 7 millions pour des bateaux neufs, quoi. Le panel est quand même assez vague. Mais les budgets, on va dire les petits budgets, on est à 1 million, les gros budgets, on est à 3 millions, quoi, par an. Voilà un peu mais ce qui, honnêtement, j'avais entendu l'autre jour un bon cycliste, son salaire est à peu près à 2 millions par an, je crois que j'avais entendu quelque chose comme ça. Pour les meilleurs, nous on fait vivre tout un projet pour la même somme. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est pas, ça paraît des grosses sommes, mais finalement, on fait le tour du monde, on fait voyager énormément de gens à travers ce projet. On a une image aussi, c'est un sport, je dirais pas écolo parce que faut quand même les construire les bateaux, mais c'est un sport qui marche avec le vent. Donc il y a toute cette phase là où on fait naviguer par exemple les intervenants dans les entreprises, on fait des sorties RP, quoi, avec le bateau. Donc il y a toute une mise en route autour de ça qui est hyper intéressante pour les potentiels partenaires. Et c'est vrai que
nous on y croit dur comme fer. On pense que c'est pas parce que c'est le sport qu'on pratique, mais on pense que c'est le sport aujourd'hui à investir. Rapport qualité-prix, c'est imbattable, quoi. Bah, c'est c'est une bonne réflexion. C'est une bonne réflexion à avoir effectivement sur, tu vois, pour du point de vue d'un partenaire, où placer ses billes, sachant que c'est souvent de l'argent qui est plus ou moins défiscalisé, non? Ou Ça je crois. dépend si c'est du mécénat ou ça peut, ouais, Ouais, ça peut, ouais. ils peuvent en avoir une partie, mais ouais, effectivement. Et tu vois, bon, je remets une couche quand même, tu vois, sur effectivement, on parle de gros montants et Dieu sait que parfois l'argent peut être tabou en France et en Europe, mais en fait, c'est quand tu effectivement, quand tu emploies des gens, bah ça coûte très cher, et puis un salaire net, c'est doublé par les charges et tout ce qu'il y a avec. Donc effectivement, tu prends 10 personnes, ça va super vite, quoi. Et je comprends que à la fin, tu me dises que à la fin il reste plus rien, quoi. Que donc et Dieu sait que aussi, ouais, ça coûte cher, tout ce qui est matos, parce que c'est du matériel de haute volée. Vous êtes à la pointe de la technologie, donc ouais, je suis pas étonné. Et bah, je voulais vu qu'on abordait rapidement le point de la techno, moi j'étais hyper curieux de savoir. Bon, ça fait déjà plusieurs années, mais l'apparition des foils sur les bateaux. Toi, t'as vécu. Enfin, j'imagine que tes premiers bateaux sur lesquels t'as navigué, c'était pas des bateaux avec des foils. Ah non. Je me demande à quel point c'est différent, les sensations. Est-ce qu'il faut réapprendre à naviguer? Est-ce qu'il faut réapprendre des choses? Est-ce que je sais pas. Enfin, tout le monde s'y met, donc c'est que c'est effectivement ça pousse la performance encore plus loin. C'est hyper impressionnant. Les bateaux naviguent plus, ils volent maintenant. On rentre dans la troisième dimension presque. Euh, mais ouais, du point de vue vraiment du skipper, du marin, qu'est-ce qu'on ressent? Est-ce qu'on ressent la différence? Qu'il y a plus de force de frottement, que tu décolles un peu? C'est comment est-ce que tu vois un peu la sensation, et comment est-ce que tu vois l'avenir un peu par rapport à ça? Bah, c'est rigolo parce qu'on est tous en mode c'est une révolution, c'est génial. Alors oui, le bateau change complètement de comportement. Alors dans le bon sens pour le bateau, dans le mauvais sens pour le marin, parce que c'est beaucoup plus brusque les mouvements à bord du bateau. Donc c'est voilà, faut tenir la cadence. On navigue avec des casques, des protections. Enfin, ça commence à être vraiment un sport qui devient très dangereux avec des bateaux à foil. Mais les foils existent Ouais. depuis plus de 100 ans sur tout type de bateau, quoi. Donc c'est assez Ouais. rigolo. Ça vient dans la course au large aujourd'hui parce que ça a été ouvert à ça. Ça a été bloqué pendant un certain nombre d'années pour des raisons de coût et de mise au point, parce qu'on avait envie d'avoir des bateaux qui soient fiables et qui finissent les courses. Aujourd'hui, on se rend compte que bon bah ça tient, hein. On a le résultat là sur le dernier Vendée Globe. J'ai envie de dire, c'est un sans faute, quoi. C'est propre. Ouais. Ça donne. Alors pour moi, l'avantage aujourd'hui, il y en a plusieurs. C'est que bon, on va plus vite, ça c'est bien. On fait évoluer, comment dire, le milieu maritime, parce que nos bateaux sont un peu des bateaux aussi, des bateaux de test. Ouais, expérimentaux. Vous êtes à la pointe de la Expérimentaux. technologie, ouais. On voit par exemple les bateaux de l'America's Cup d'aujourd'hui qui volent, mais qui volent réellement. Beaucoup de foils ont été testés sur nos bateaux avant, donc c'est ça qui est rigolo. Nous, on arrive à les faire voler, hein, honnêtement, comme enfin, quasiment comme l'America's Cup, sauf qu'on est tout seul dessus, quoi. Donc c'est encore plus compliqué. Mais je trouve qu'en termes de technologie, de quelle matière utiliser pour essayer de limiter les coûts et que ça tienne structurellement, enfin, il y a toute une démarche qui est hyper intéressante. À côté de ça, forcément, ça rajoute un coût en plus, ou à la construction du bateau, ou au changement de foil si on vient en casser un. C'est une autre organisation, c'est des capteurs en plus dans le bateau, parce qu'il faut savoir quelle charge on met sur le foil en termes de portance pendant les navigations. Le côté que je trouve aussi intéressant, c'est qu'on peut avoir des bateaux un peu d'ancienne génération qu'on peut remodifier avec des foils et lui donner une nouvelle vie, donner de la performance en plus. Et ça, je trouve ça quand même hyper cool, quoi, parce que on est moins en train de faire du jetable, enfin du jetable. On veut toujours du neuf. Ça, c'est un peu pareil dans la vie de tous les jours. On veut du neuf, on veut du neuf, on veut du neuf. Et à un moment donné, il y a aussi des choses sympas à faire avec des bateaux d'ancienne génération. Et voilà. Non, je pense que le côté foil est hyper intéressant dans le milieu de la voile. Peut-être qu'on aura des bateaux de croisière bientôt avec des foils.
Ouais. Pourquoi pas? Parce que même des cargos, en fait, on limite, comment dire, la friction de la coque sur l'eau, donc on limite les consommations, on limite beaucoup de choses, surtout sur des bateaux à moteur, et ça, c'est juste incroyable, quoi. Ouais. Ah ouais. Mais je le vois. Et à naviguer, c'est différent. Enfin, tu ressens des choses différentes. Ah bah naviguer c'est assez rigolo parce qu'on a l'impression d'avoir un jouet dans les mains. C'est-à-dire que le bateau quand il commence à décoller, c'est quand même des gros bateaux, hein. Ouais. Ils font plus de 8 tonnes, ils font 18 mètres de long, le mât il fait 30 mètres de haut, donc c'est quand même des sacrées machines. Et quand on est à la barre du bateau et que le bateau il commence à décoller, bah ça devient d'une douceur. On barre le bateau, on appelle ça comme ça, barrer quoi. C'est comme piloter mais avec deux doigts quoi. Tout devient mou, tout devient aérien et agréable, et il y a plus de limite de vitesse en fait. Alors, ce qui se passe sur les bateaux, on appelle ça une limite de la vitesse carène. Alors la carène, c'est la forme de coque du bateau, et on a une limite, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné où la forme de coque du bateau, il va pas aller plus vite. Ou Ouais. alors ça va être sur un surf, un instant T très précis. Mais du moment qu'on enlève ce paramètre de vitesse de carène, c'est-à-dire on sustente le bateau, il touche quasiment plus l'eau. Là, il y a plus de limite de vitesse. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, les monocoques avec des foils vont à la vitesse des multicoques de l'époque, quoi. Ouais. Donc c'est assez incroyable, et du coup là on a bientôt plus de limite de vitesse. Les IMOCA ils montent à 40 nœuds en pointe, quand à l'époque ils en faisaient 28-32 quoi. Donc on a rajouté en gros 10 nœuds de vitesse en plus, les doigts dans le nez. Donc ça c'est assez hallucinant quoi. Ok. Bon bah écoute, ouais, je voyais pas du tout toute cette partie-là, et ma question était un peu naïve, donc merci pour la réponse hyper précise. On apprend plein de choses. Écoute, moi je me régale, je passe un super moment, mais j'ai pas non plus envie de te garder pendant des heures et des heures, même si je suis sûr qu'on passera un bon moment. J'ai des petites questions pour la fin, et c'est un petit peu des petites questions comme ça que je pose, un peu Canal+. La première, je veux savoir, est-ce que tu as un porte-bonheur que t'emmènes qui te suit sur ton bateau, un petit objet, un petit gris-gris que tu regardes dans les bons moments comme dans les mauvais? Bon, moi, j'ai toujours un collier avec plein de choses dessus. Alors sur le premier Vendée Globe, par exemple, c'est la seule course où je l'ai pas prise. Je l'avais laissé à ma femme en lui disant, tu sais que c'est mon gris-gris, donc je vais revenir le chercher. C'était un peu pour lui montrer que j'allais rentrer, quoi. Ok. Et sinon, je l'ai sur toutes les courses. Je l'enlève jamais. Il n'y a pas une journée où je ne l'ai pas, sauf sur la première édition du Vendée Globe. Ok. Et ça, c'est un peu mon gris-gris, ouais. Belle histoire. Et il y a quoi du coup sur ce collier? Il représente Oh, il y a quoi? plein de choses. Il y a un A comme Alan. Il y a une rose des vents marquée va jusqu'au bout de tes rêves. Et il y a une perle. Il y a une perle de Tahiti, mais qui est une perle sauvage, qui est pas une perle de culture. Donc voilà, c'est un peu inestimable. C'est plutôt rare d'en trouver. Donc elle est autour de mon cou, et c'est moi qui je l'ai trouvée en 2011. Ok. Ouais, 2011 à Tahiti, quoi. Ok, ça marche. Euh, Si tu pouvais, tu vois, aller voir le petit Alan qui a 13-14 ans, qui fait sa première mini transat, et qui commence à naviguer. Et qu'est-ce que ce petit Alan, il aurait eu besoin de savoir? Si tu pouvais lui donner un conseil, qu'est-ce que tu lui dirais? Ouf. Bah pas grand chose parce que aujourd'hui quand je vois mon petit parcours de marin, je me dis que forcément j'ai fait des erreurs, mais elles m'ont mené là où j'ai toujours rêvé être, quoi. Voilà, terminer le Vendée Globe, d'être dans ce milieu-là, et je changerais rien parce que dans la vie, des fois, c'est pas tout écrit, et les conseils, c'est bien joli, mais il faut faire sa propre idée, son propre chemin, et jusqu'à là, ouais, il y a eu des couacs, il y a eu pas mal de casses de bateaux, des trucs, voilà, mais j'ai toujours gardé la tête haute, et avec un seul objectif, c'était d'y arriver. Et donc non, je lui dirais rien, juste ouais, fais comme tu le sens, quoi. Mais tu as l'air d'être assez instinctif et sensoriel, donc j'imagine que c'est un très bon conseil.
Donc ça me va comme réponse. T'en as vu des belles, t'as vu des, enfin j'imagine que t'as vu des des, très belles. t'en as vu exactement. Mais est-ce qu'il y a encore des choses qui te font peur ou qui pourraient te faire peur? Mais c'est pas parce qu'on fait le Vendée ou ce genre de projet qu'on a peur de rien. Au contraire, on a peur de beaucoup de choses, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on y retourne. C'est que on va chercher à affronter ses peurs, à se confronter à tout ça. J'ai un rêve ultime qui, je sais pas si un jour je le réaliserai, qui me fait peur parce que c'est sur un type de bateau dont j'ai pas vraiment d'expérience, et ce serait de tenter le record autour du monde en solitaire, donc c'est sur des trimarans. C'est marrant, ouais. Et ça voilà, c'est quelque chose qui aujourd'hui me fait peur, mais j'ai envie de me confronter à ça, quoi. Donc ça, c'est ouais, c'est une peur, mais c'est une bonne peur, j'ai envie de dire. Ok. Bon, ça me rappelle un peu les échanges que j'avais eus avec Thomas Coville, qui était vraiment génial. Chouette marin d'ailleurs. Je sais pas si vous vous connaissez, mais Ouais, on se connaît plutôt pas mal, ouais, carrément. mais en tout cas, ouais, il m'inspire beaucoup, et c'est quelqu'un de très bavard et très mais qui transmet énormément de choses. Moi, j'avais passé un super moment, donc écoute, je touche du bois là sur ma petite table, et c'est tout ce que je te souhaite. Est-ce qu'il y a un livre, un film, une musique que tu recommandes aux gens qui t'entourent ou que tu rencontres, ou un qui t'a marqué tout simplement? Alors en livre, non. Moi, j'aime beaucoup le cinéma. Je suis un peu de la vieille, de la vieille école. Il y a des films qui m'ont marqué, et qui m'ont pas forcément aidé plus que dans ma vie, mais qui m'ont énormément marqué. Je pense que mon film préféré, c'est Le Grand Bleu, pour plusieurs raisons, mais déjà, j'adore Jean Reno, avec son charisme et sa voix qui est juste imposante, et waouh. Et après, il y a plein d'autres films où l'aventure, c'est l'aventure. C'est des films qu'aujourd'hui personne ne regarde parce que c'est vieux, et c'est un humour qui est passé. Mais moi, c'est des films qui m'ont bercé pendant ma jeunesse, et aujourd'hui on en ressort avec des potes, des comment dire, des phrases types, quoi, Ouais. qui font rire, quoi. Ouais. Est-ce que je peux, ça sonne à la porte, je pense que c'est la Ouais, poste. Est-ce que je peux... Ouais, vas-y. désolé. T'inquiète. Naturel. Il y a pas de souci. Bon, tu vois, comme quoi ça montrait que c'était l'heure et qu'il faut qu'on termine. J'avais pas vu qu'il y avait ton chien derrière. Il me regardait. Salut Louloute. Mais ouais, non, du coup, bah écoute, moi je suis pas d'accord avec toi. Tu vois, l'aventure c'est l'aventure, le Grand Bleu et tout. C'est des films que je prends toujours autant de plaisir à regarder, tu vois, de temps en temps. Même, enfin, il y en a plein, quoi. Et pareil, grand fan de Jean Reno, tous, tu vois, de Nikita aux autres. Franchement, c'est un acteur ou même en passant par Les Visiteurs, moi j'adore. Je suis un grand fan également. Cool. Bah écoute, l'avant-dernière question, c'est de savoir est-ce qu'il y a un mantra ou est-ce qu'il y a une phrase que tu te répètes souvent, parce qu'elle t'incarne, parce qu'elle elle te rappelle qui tu es, ou parce que elle te donne de la force. Tu vois, est-ce que une phrase, un mantra que t'aimes bien te répéter? Bah, celle qui ressort beaucoup, c'est quand on veut, on peut. Alors elle est hyper vague, elle est un peu même bébête. Enfin, ça veut tout dire et rien dire, quoi. Mais en fait, c'est une réalité, quoi. Et il faut se donner les moyens d'y arriver. Mais quand on veut, on peut. On peut faire beaucoup de choses. Et ouais, je pense que c'est la phrase qui ressort souvent, quoi. Ouais, mais c'est clair. Je suis assez d'accord avec elle. Et écoute, la toute dernière question que je pose, c'est un peu, c'est comme un passage de bateau ou un passage de flambeau, mais c'est plutôt un passage de micro. C'est de savoir quelle est la prochaine personne que t'aimerais bien écouter sur un format un peu comme ça, tu vois, un peu libre, un peu inspirationnel, sur lequel on peut parler de tout, de rien, et se confier un petit peu. À qui tu penses?
À qui je pense là tout de suite maintenant. Ça peut être dans la voile ou pas hein, d'ailleurs. Mais si t'as des marins très sympas et avec qui tu partages des bons moments, moi c'est toujours une belle aventure humaine et j'aime bien de passer de copain en copain, donc c'est toujours cool. Bah, j'aimerais bien entendre Roger Federer. C'est vrai? Ouais, Tu le connais personnellement? Du tout. Alors en Suisse, on est un petit pays, mais en fait, nos calendriers, ça aurait pu arriver plusieurs fois de se rencontrer, mais nos calendriers sont jamais, on n'est jamais au même endroit au même moment finalement. Et Roger Federer, c'est quelqu'un que j'admire énormément. Alors déjà, j'aime beaucoup le tennis et j'adore ce personnage qui a toujours le sourire. Je sais pas, il a un aura, alors en Suisse forcément parce que c'est notre tennisman et puis il dit que c'est quand même c'est pas un mauvais quoi, mais et j'aimerais bien en savoir plus en fait sur sa vie parce que on lit des choses, mais j'aimerais bien l'entendre de sa voix. Qu'est-ce qui l'a poussé à faire ça? J'aimerais bien voilà, j'aimerais en savoir vraiment plus sur lui et ouais, donc si vous avez moyen de l'avoir, je serais content. Mais je l'aurai un jour, tu vois, en tant qu'ancien tennisman, c'est obligé, tu vois, c'est mon Vendée Globe à moi, tu vois, c'est d'avoir Roger. Et effectivement, je suis d'accord avec toi, il y a tellement d'informations, tellement de choses qui ont été dites et tout qu'au final tu sais plus, tu vois, démêler le vrai du faux et je pense que l'entendre lui raconter son histoire et prendre le temps, ça serait un super moment. Et puis c'est un gars sympa, donc avec grand plaisir. Écoute, Alan, merci mille fois pour ce moment, d'avoir pris le temps et d'avoir livré des petits détails qu'on voit pas du tout, tu vois, et en même temps d'avoir rigolé, d'avoir fait des blagues. J'ai passé un excellent moment, franchement, à chaque fois. Décidément, c'est toujours très chouette avec les skippers. Donc, j'espère que toi aussi. J'espère que toi t'as passé Bah un bon carrément, moment. c'était très sympa, franchement. Bah, cool. Et ben, je te dis à très bientôt. Je touche du bois pour toi, pour ce futur projet, et je vais suivre ça de près pour les prochaines courses. Et bah au top. Je te remercie. À bientôt. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu, donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao!